merci beaucoup de m'avoir invité, Aurélie, à faire cette présentation. C'est la quintessence des maladies vasculaires, le SOS, parce que vous voyez, c'est du multidisciplinaire avec de l'hémato, de l'anapathe, de la radiologie, du pédia, de l'adulte. Et du coup, c'est un plaisir de faire cette présentation. Et on revient chez l'adulte. David nous a parlé d'aspects diagnostiques, on va parler des aspects thérapeutiques. Alors, thérapeutique, il y a le préventif et le curatif. Et puis l'évolution au long terme, on vient d'avoir un petit teasing là-dessus, et on va voir un peu la vision adulte sur l'évolution au long terme. Alors je suis content parce que je vous présente en avant-première des données qui n'ont jamais été montrées, donc attention les yeux. Pour vous réveiller un peu en fin de journée. Alors le traitement préventif. Vous avez ici une méta-analyse 2024 avec les différents traitements préventifs qui ont été testés. Je vais me centrer sur deux, ceux qui sont en rouge, l'acide urso et le défibrotide. Alors tout de suite, vous voyez un peu l'ambiance. L'acide urso, c'est quand même préventif, au-dessous de 1 en termes de ratio. Donc, a priori, ça a l'air bien parti. On en a entendu parler un petit peu à l'instant. Et puis le défibrotide, vous voyez que par contre, c'est moins bien parti. Alors, l'acide urso, une méta-analyse qui est centrée vraiment sur ce sujet. David y a fait un petit peu allusion. Il y a une étude randomisée contrôlée qui date de 2002 qui était positive spécifiquement sur les plus sévères. Et quand on mélange toutes les données, c'est assez net que l'acide urso est un traitement qui permet de prévenir le développement du SOS. Évidemment, ce n'est pas devant cette audience qu'il faut dire que c'est un traitement qui est bien toléré. Donc, les hématologues donnent très largement de l'acide urso avant, et en fait, ils le débutent au moment du conditionnement et le laissent jusqu'à 90 jours après la greffe. Donc, à la question, est-ce qu'on peut donner de l'acide urso en préventif? La réponse est oui. Quid du défibrotide? Alors, c'est le serpent de mer, défibrotide, ça revient depuis des années. Alors là, on a quand même une étude randomisée contrôlée, publiée il y a 1 an dans Lancet Hémato, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, vous voyez, 104 centres. L'âge, c'est des enfants et des adultes, à peu près moitié-moitié. Les risques de SOS, puisque c'est la grande question, quel malade on a traité, eh bien, c'est des gens qui étaient à haut risque de SOS ou à très haut risque de SOS. Vous voyez, moitié-moitié. Donc, on est quand même dans des populations qui sont celles qui nous intéressent. Allogreffe, la majorité, un petit peu d'autogreffe, et l'effectif qui était prévu à près de 400 malades, ils se sont arrêtés à 280, mais quand même 280 randomisés contrôlés, pour futilité. Donc, ça vous donne un petit peu une ambiance des résultats, qui sont ceux-ci. Strictement aucun effet du défibrotide dans cette population en prévention du SOS. Donc, je pense que là, on peut quand même répondre assez clairement à l'intérêt du défibrotide en préventif. A priori, il n'y en a pas. Donc, Croix-Rouge. Allons maintenant au traitement. Donc, David vous a dit, il faut y penser, le SOS en post-greffe. De toute façon, ce n'est pas nous qui pensons, c'est eux, nous, on décroche le téléphone. Mais quand il y a une lacite en post dans les semaines qui suivent, eh bien, les hématologues vont poser un diagnostic de SOS. Et alors là, ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait. Alors, il y a un truc très important, c'est que ce qu'on va faire va dépendre de la sévérité. Et je vous ai remis ce qui a été montré juste à l'instant. Il y a différents grades de sévérité, c'est le BMT 2023. Et on va traiter les sévères ou très sévères ou défaillances multiviscérales. Donc, c'est à cet endroit-là. Alors, on va faire un petit zoom 2 secondes dessus. Sévère ou très sévère, vous voyez, c'est une bilirubinémie qui est à plus de 5 mg par décilitre, donc quelque chose comme 80 micromoles par litre, un doublement de la bili, des transats à plus de 5N, une prise de poids importante de plus de 5%, et une créate qui monte de 1,5 fois. Il faut 2 critères pour une catégorie, et il y a le coup que David a mentionné, que s'il y a des facteurs de risque, ça fait grimper d'une catégorie. Mais enfin, quand même, on voit que c'est des maladies qui sont un peu graves, d'un point de vue hépatique. Alors, le défibrotide, dans cette situation, en curatif, cette fois, est-ce que ça marche? Alors, voilà les données qu'on a, l'étude qui fonde vraiment le fait que oui, on va donner du défibrotide, c'est cette étude qui est dite une étude de phase 3, publiée dans Blood, qui en fait compare 102 malades traités par défibrotide à la dose qui est la dose recommandée, 25 mg par kilogramme par jour, il manque kilo ici, contre des témoins historiques. Alors, bon, voilà, c'est des témoins historiques. Mais le défibrotide fait mieux et c'est
ce qui est vraiment le socle des recommandations, qui est de traiter les malades qui ont un SOS sévère ou très sévère. Et le ASL, dans ses recommandations, s'aligne complètement avec les recommandations de l'EBMT en disant le défibrotide est recommandé lorsque le SOS est sévère. Alors peut-être envisagé lorsque le SOS est modéré en disant ouais mais s'il est modéré et qu'on le traite vite, peut-être que ça serait bien. Bon. En tout cas, si c'est sévère, certainement que c'est le traitement à donner aux malades. Et probablement que, comme dans beaucoup de maladies, si on traite les malades tôt, c'est mieux que si on attend longtemps. Bon. Ça, c'est le défibrotide. Donc, défibrotide, oui, s'il y a un SOS bien documenté, pas se tromper évidemment, si on traite un SOS qui n'est pas un SOS, le défibrotide ne marchera pas. Donc, on revient sur le point de David d'envisager une biopsie du foie, certainement, si on a une suspicion avant de débuter le traitement. Donc, si ça va mieux, formidable. Si ça va pas mieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est là où ça se corse. Et alors, il y a le TIPS. Forcément, on met des TIPS pour les buds carry. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'en mettrait pas dans le SOS? Alors, c'est une vieille question. Donc, les dernières recommandations de la SLD, par exemple, étaient non, c'est dangereux, il ne faut pas mettre de TIPS. Alors, sauf que les temps changent quand même, les données se modifient. Et je voudrais partager avec vous ce travail qui a été publié il y a 2 ans, à la suite de quelques autres travaux. On sait bien que les techniques de TIPS se sont modifiées avec le temps. Et là, ils ont pris 7 malades qui avaient un SOS très sévère, qui avaient été traités auparavant, vous voyez, par défibrotide, quasiment tous. Et le délai avant la pose du TIPS, puisque là c'était un échec du TIPS, c'était de une vingtaine de jours, entre 10 et 30 jours, on va dire, après la greffe. Donc tous avaient eu du défibrotide et les malades étaient des malades qui étaient jeunes. Alors, quel était le profil des malades? Ça, c'est les données individuelles. Vous avez en axe désordonné les transaminases en nombre de fois la normale. Donc, vous voyez quand même qu'on était sur des malades qui avaient des transaminases qui étaient franchement élevées, 20, 40, 60 fois la normale. Le type s'est mis en place et en 7 jours, vous voyez les transaminases qui, clac, diminuent complètement. Donc, au fond, conceptuellement, c'est contre les données qui étaient un peu anciennes, mais conceptuellement, ça a du sens, puisque le syndrome d'obstruction sinusoïdale, évidemment, c'est une congestion du foie. Les hépatocytes souffrent parce que le sang n'arrive pas à sortir, donc si on décongestionne, ça va mieux. Et en tout cas, c'est ce que, dans ces données-là, on a l'impression qui se produit. La tolérance est bonne, et quand on regarde un petit peu plus précisément chaque malade, vous voyez le gradient de pression veineuse hépatique a été franchement élevé comme on s'y attend avant. Il est, après le TIPS, entre 5 et 10 généralement. Et on voit qu'en quelques jours, les transaminases baissent franchement, la bilirubine baisse franchement, la créate s'améliore et la tolérance est bonne. Donc c'est vrai que cette étude est assez impressionnante et nous, on a eu l'occasion il y a peu de temps, pour une dame qui avait 30 ans, qui était très grave, exactement cette circonstance-là, qui n'était pas greffable, on va parler de la greffe dans une seconde, de faire ça, et c'est ce qu'on a observé aussi. Donc voilà, je dois dire que notre vision du TIPS dans le SOS, en tout cas la mienne, a franchement changé. Et donc ce que je vous propose, c'est le TIPS peut être envisagé, et c'est ce que les guidelines de l'ESL retiennent, s'il y a une détérioration rapide malgré un traitement médical incluant du défibrotide. Alors la greffe. La greffe, évidemment, c'est une question que nous, on peut se poser. Alors, évidemment, ça va dépendre du profil des malades et de leur, au niveau hématologique, de leur risque de récidive. Alors, avec David, Pierre-Edouard de Bureau et les réseaux Hépato, Valdig, le Fil-Foie, on a collecté des données sur la greffe pour syndrome d'obstruction sinusoïdale, et ce que je voudrais partager ici avec vous. Donc, vous voyez, le manuscrit est en préparation. Alors, il y a eu 60, donc là, on est sur les très graves. Vous voyez, dysfonction, MOD, multi-organ dysfunction, donc dysfonction multiviscérale, SOS qui était bien documenté, prouvé. On arrive quand même à 60 malades, donc pour des situations qui ne sont pas fréquentes, c'est quand même pas mal. Et on a mis de côté un petit peu, vous le verrez quand même dans les courbes, mais on a ceux pour lesquels la greffe n'a même pas été discutée, on en a fait un petit groupe, et puis on a séparé ceux qui, la greffe a été discutée, a été récusée, parce que les centres ne savent pas, et donc certains, quand on ne sait pas, font, et d'autres ne font pas. Et puis, il y a ceux qui ont fait. Alors, quand on regarde la maladie hémato, vous voyez qu'il y avait une LAL, 4 LAM et 4 lymphomes. Alors là, les résultats. Donc, vous avez ceux qui, donc tout le monde avait un SOS, tout le monde avait une dysfonction multiviscérale, 51 malades qui n'ont pas été greffés,
et 9 qui ont été greffés. Vous voyez qu'il y a une différence significative dans la survie. Là, c'est en axe des X, c'est les années. Donc, il y a une survie qui est clairement meilleure chez les malades greffés. On est au-dessus de 50%, quasiment au-dessus de 50% à 5 ans. Donc, pour nos critères habituels, c'est pas si mal. Alors, la question qu'on se pose, évidemment, quid de la récidive hémato? Et bien là aussi, elle est pas différente, on va dire, entre les deux groupes, les malades qui sont greffés et qui ne sont pas greffés, avec des taux qui sont de l'ordre de 15%. Donc, sur la greffe, là aussi, peut-être que notre vision peut changer et on peut considérer que si le risque de récidive hémato n'est pas trop important, en cas de SOS bien documenté avec une défaillance multiviscérale, eh bien, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Alors le SOS c'est grave, on a vu que certains survivent, et qu'est-ce qu'ils deviennent ces malades au long cours? Alors, je voudrais vous rappeler quand même une petite chose, c'est que la MVPS, pour avoir une MVPS, on n'a pas le droit d'avoir un antécédent de greffe de moelle, c'est interdit par la loi. Voilà. Je vous rappelle. Alors, voyons les résultats. Donc, on a là aussi, on s'est appelé avec David Michonneau et on a repris les malades au cours des années. Alors ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Là, on était à l'école. On était où, David? Bon, on était encore petits, mais nos prédécesseurs travaillaient déjà ensemble et donc finalement, on a une liste de malades qui est de 49 malades qui avaient un SOS prouvé histologiquement et qui ont survécu plus de 6 mois après le SOS. Et ils ont été suivis en médiane, ces malades, 6 ans. Et alors, il y en a qui développent, effectivement, comme Monique l'a dit, de l'hypertension portale. Alors, combien? Eh bien, finalement, 56 malades ne développent pas d'hypertension portale et 56% et 44% développent de l'hypertension portale. Alors, il n'y a pas de biais vis-à-vis d'un suivi qui pourrait être différent. Au contraire, vous voyez, le suivi avant apparition de l'hypertension portale, il est de 3,6 ans dans le groupe de droite, et ceux qui ne développent pas de signe d'hypertension portale ont été suivis plus longtemps, 7 ans. Alors, est-ce que c'est embêtant de développer de l'hypertension portale? Ce n'est pas devant cette audience que j'ai besoin de rappeler que oui, c'est embêtant. Et cette situation ne fait pas exception. Vous voyez que vous avez en axe des X les années. Donc là, on est à 10 ans. Ceux qui développent de l'hypertension portale, en rouge, ont un risque de décès qui est bien supérieur, 80%, par rapport à ceux qui n'en développent pas. On pourra discuter des analyses sur les états associés si vous voulez. Alors du coup, c'est quoi cette maladie du foie qui survient en post-greffe de moelle et qui n'était pas présent naturellement le jour de la greffe, puisque les anapathes ont revu toutes ces biopsies et ils n'avaient pas de maladie du foie le jour de la greffe. Et donc, quelle est cette maladie qui se développe dans le temps? Eh bien, on a 3 biopsies le jour de la greffe et une biopsie à distance. Et je vous montre un exemple ici qui est représentatif des autres. Vous voyez un SOS qui était bien documenté. La petite flèche rouge vous indique que l'endothélium se décolle un peu dans la veine centrale. Vous voyez qu'il y a une congestion et il y a des hépatocytes qui souffrent. On est au diagnostic de SOS. 4 ans plus tard, biopsie. Vous voyez un espace porte, le canal biliaire interlobulaire. Dominique, vous me corrigez si je dis des bêtises. La veine centrale qui est largement manquante dans cet espace porte. Je pense que ça pourrait être une vénopathie portale oblitérante. Et c'est la même image. Vous voyez, il manque la veine centrale ici. Et quand on fait une coloration à la réticuline, vous voyez cette nodulation du parenchyme qui est évocatrice d'une hyperplasie dégénérative. Là, on a les critères de la MVPS, même si, à nouveau, comme je l'ai dit, la loi nous empêche de considérer que c'est une MVPS. Ça ressemble très fortement. Voilà, je voudrais l'arrêter là. Pour vous dire en conclusion que les traitements préventifs, l'acide urso, oui, le défibrotide, non. Les traitements curatifs, le défibrotide, oui, si la maladie est sévère ou très sévère. Si ça passe pas, on peut discuter le TIPS. On peut aussi discuter la greffe. Et au long cours, eh bien, oui, les malades, il faut les surveiller. Les adultes aussi, il faut les surveiller parce que certainement qu'ils sont à risque de développer de l'hypertension portale. Et cette hypertension portale, c'est tout au moins une hypertension portale intrahépatique, non cirrhotique. On verra si la définition de Valdig de la maladie vasculaire porto-syndicale se modifie dans le futur. Et la photo, c'est celle-là. Voilà. C'est le groupe du Centre de référence des maladies vasculaires du foie qui est fortement dédié au vaisseau et au foie, comme vous le voyez. Un immense remerciement à l'Association des malades des vaisseaux du foie. Si vous avez l'occasion d'aller à l'AG
en janvier. C'est un très bon moment, pour moi en tout cas. Février cette année. 8 février, voilà. Samedi 8 février, l'AG de la MVF. Très fort remerciement au groupe Valdig. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'études sur les maladies vasculaires du foie s'il n'y a pas de collaboration française. Un grand merci à Villefoy, à son réseau. On a fait quand même beaucoup d'avancées, on va continuer à en faire grâce à ce travail en réseau. Et puis donc merci au service. Si vous voulez les diapos, elles sont là. Et je vous remercie de votre attention.